Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous. Ici votre animateur Luc qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois, votre émission hebdomadaire sur le mouvement des alcooliques anonymes. Je vais vous lire le préambule justement de ce beau mouvement-là. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Comme à chaque semaine, cette semaine, on reçoit une invitée un peu spéciale. Vous allez la reconnaître quand je vais vous la présenter avec le timbre de sa voix aussi. Cette semaine, elle se retrouve de l'autre côté du micro. C'est votre animatrice aussi, Lynn, qui a accepté de partager pour nous, pour vous, pour pouvoir venir nous conter son expérience. J'ai hâte je la côtoie, Lynn, assez régulièrement dans le service, mais j'ai hâte de connaître son histoire, d'aller voir en arrière de la petite dame qui se promène qui court partout, si je peux le dire de même. J'ai hâte. Donc, je te laisse aller. Vas-y, Lynn. Merci, Luc. Alors, bonjour. Mon prénom est Lynn et je suis alcoolique. Je suis une alcoolique en rétablissement aujourd'hui. C'est sûr que je vais rester une alcoolique toute ma vie, là, mais aujourd'hui, l'alcool n'existe plus vraiment pour moi. Mais je suis quand même une alcoolique. Alors, pour commencer par le début, moi, je viens... là, je vous dis pas que je m'identifie avec ça, parce que pour moi, c'est pas s'identifier, ça, dire qu'on vient d'une famille de 3, ou 5 ou 10, là. C'est pas ça pour moi, s'identifier à l'alcoolisme. Mais quand même. On est 6 chez nous. J'avais 2 sœurs plus vieilles que moi, puis j'ai 3 petits frères. Mon père est alcoolique. Mon père, c'est un alcoolique violent. Verbalement, psychologiquement et physiquement. Mon père voulait un garçon. Je suis sa 3e fille en ligne. Imaginez-vous la déception. Alors, ma relation avec mon père, j'en ai pas vraiment eu. La relation que j'ai eue avec mon père, c'est quand je mangeais une volée. Mon père, il m'a battu, puis il m'a dénigré. Il m'a répété tout le temps qu'il a été avec moi que j'étais une bonne à rien, puis que je ferais jamais rien de bon dans la vie. Puis que j'étais une tête de linotte, puis une pas d'allure, puis en tout cas, tu sais, tous ces beaux mots-là, que... Fait que c'est ça. Mon père, la dernière volée qui m'a sacré, ma mère, elle a crié « Lâche-la, tu vas la tuer ». Moi, je me suis en allée sur le bord du mur chez nous, un mur de briques, puis je vous le dis, mes amis, j'ai 60 ans aujourd'hui, puis j'avais 12 ans dans le temps, là, on parle d'il y a 48 ans, là. Et je me revois encore sur le bord du mur. Là, j'ai cette image-là bien fraîche dans mon esprit. Là. Puis j'ai dit, il n'y a plus un calice qui va me faire mal sans que je me défende. Ma mère s'est séparée quand j'avais 12 ans. Alors, j'ai arrêté de manger des volets. Et puis, j'ai commencé ma délinquance a commencé. Parce que moi, j'étais terrorisée par mon père. Fait que je faisais rien. Puis j'osais rien faire parce que peu importe qu'est-ce que je faisais, c'était jamais correct avec mon père, tu sais. Mon père, c'était le genre d'homme quand il me chicanait, mettons, là, il me disait réponds-moi quand je te parle, paf, une claque sur la gueule. Puis là, 5 minutes après, c'était réponds-moi pas quand je te parle, paf, une claque sur la gueule. Fait que tu sais, je savais jamais sur quel pied danser, là. Puis c'est ça. Fait que c'était ça, tu sais. Ma mère, elle, par contre, elle me surprotégeait. Je pense qu'elle essayait de faire le poids dans la balance, tu sais. Moi, ma mère, je l'avais enroulée autour de mon petit doigt, puis elle faisait tout ce que je voulais. T'sais. Elle finissait toujours par faire tout ce que je voulais. Des fois, elle me disait non, mais j'étais tellement insistante, tellement achalante, tellement... elle finissait par me dire oui à l'usure, tu sais. Fait qu'à l'âge de 12 ans, c'est ça, mon père est parti, ma mère s'est séparée, puis là, moi, j'ai commencé ma délinquance. J'avais commencé, mon premier contact avec l'alcool, c'est, en fait, quand j'étais petite, j'avais peut-être 7-8 ans,
mon père, il me donnait le collet de brou sur son verre de bière. Dans ce temps-là, c'était correct de faire ça. Aujourd'hui, moi, j'aurais jamais fait ça avec mes enfants, puis je ferais jamais ça avec mes petits-enfants, mais il y a de l'alcool là-dedans, là. T'sais? Mais mon petit frère qui est venu au monde après moi, qui était évidemment le chouchou de mon père, parce que il attendait un garçon, ça faisait longtemps, lui. Quand il était assez vieux pour avoir le collet de bière, lui aussi, là, ben moi puis lui, on se battait pour avoir le collet de bière. Fait que je pense que j'étais déjà mûr pour Alcoolique Anonyme, là, à cet âge-là. Mais je ne savais pas. Fait que ça a été mon premier contact avec l'alcool, pas vraiment volontaire. Tu sais, c'était mon père, tu sais, ma famille. Il disait, tiens, prends ça, goûte à ça. Mais à l'âge de 10 ans, j'étais dans la cave chez une de mes amies que ses parents étaient très, très riches, mais qui n'était jamais là. Puis elle était fille unique. Puis on faisait ce qu'on voulait dans cette maison-là. Puis il y avait un bar, tu sais, dans le temps, c'était dans les années 70, là. Les bars d'un cave, c'était bien en mode, là, dans ce temps-là. Il y avait plein de bouteilles de boissons, puis il y avait une cave à vin, une chambre froide. Puis on a décidé une journée de goûter à toutes les bouteilles qu'il y avait dans le bar, tu sais. Fait que j'ai 10 ans, puis je prends une bonne rasade de chaque bouteille qu'on remplace avec de l'eau, évidemment. Qui a pas fait ça? On est rare dans le mouvement, je pense, à pas avoir fait ça. Fait que j'ai un bon boss. J'ai vraiment un bon boss. Puis là, moi, là, avant de consommer à l'âge de 10 ans, là, je suis une petite fille très malheureuse. Je suis terrorisée par mon père. J'ai tout le temps peur. Je suis dans l'angoisse tout le temps. J'ai pas d'estime de moi. Je suis une bonne à rien. Je ferai jamais rien de bon dans la vie. Puis, je pleure tout le temps. Puis, je me cherche un moyen de me tuer. À l'âge de 9 ans, moi, j'ai des idées suicidaires. Puis, je me fais des plans. Je veux pas juste... Tu sais, c'est pas juste, la vie est plate, j'aimerais ça mourir. C'est comment je peux faire pour m'enlever la vie. Aujourd'hui, quand je regarde ça, je trouve ça jeune en tabarouette 9 ans pour avoir des idées de même, là. Tu sais, je regarde ma petite fille qui va avoir 6 ans bientôt, là. J'étais pas bien plus vieille que ça, là. En tout cas, mais quand j'ai bu pour la première fois de façon volontaire à l'âge de 10 ans, ben, coudonc, je suis tombée bien. Je me rappelle encore, 50 ans plus tard, de comment je me suis sentie. Dans ma tête, ça a fait, en pensant à mon père, qui mange de la marde. Hey, écoute, je paralysais devant cet homme-là. Moi, je pouvais plus bouger, là. Tu sais, j'étais vraiment terrorisée, là. Puis là, m'en foutais. M'en foutais de qu'est-ce qu'il allait penser, de qu'est-ce qu'il allait dire, de qu'est-ce qu'il allait faire. Je me sentais bien. Je pense que pour la première fois de ma vie, parce que du plus loin que je me souvienne, je me suis jamais sentie bien à l'intérieur de mon corps. Tu sais, j'ai toujours été dans l'angoisse puis dans l'anxiété. Fait que pour la première fois de ma vie, là, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui a débarqué de mes épaules. Il y a quelque chose qui s'étend. Je me sentais bien. Je me sentais légère. Puis je me foutais de tout. Il y avait plus rien de grave. Fait que ça a été à 10 ans. De 10 ans à 12 ans, honnêtement, moi, j'ai perdu des grands bouts de ma vie. Il y a des pans de ma vie que je me rappelle pas. Je me rappelle absolument pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Fait que de 10 ans à 12 ans, je me rappelle pas si j'ai reconsommé ou pas. Je présume que oui, mais je m'en rappelle pas. Mais je sais qu'à l'âge de 12 ans, je consomme à toutes les fins de semaine. Puis contrairement à beaucoup d'autres, tu sais, il y en a beaucoup qui parlent de leur cheminement puis qui disent moi j'ai consommé puis j'avais du fun, tu sais, puis au début c'était le fun, tu sais. Ben moi à l'âge de 12 ans, je consommais toutes les fins de semaine puis je finissais toutes mes brosses en pleurant. Toutes mes brosses en pleurant. Tous les fins de semaine, je broyais. Moi j'avais un besoin démesuré d'amour. Hey, j'avais un trou là, grand comme l'univers là, tu sais. Puis j'étais pas capable, même l'alcool le comblait pas, tu sais. Mais par contre, l'alcool a fait en sorte que j'ai arrêté d'avoir des idées suicidaires. J'ai arrêté de me demander comment je pouvais me tuer. J'ai arrêté de vouloir mourir. Fait que c'est ça. Ça, c'était à l'âge de 12 ans. À l'âge de 14 ans, à peu près, 14 ans, j'ai commencé à prendre de la dope. Je vais vous le dire parce que ça fait partie, tu sais, on nous demande d'avoir des propos reliés à notre alcoolisme. Ben, la dope, ça fait partie de mon alcoolisme, moi, dans ma vie, tu sais. Fait que j'ai 13, 14 ans, j'ai commencé à prendre de la dope. J'ai pris toutes les dopes que je pouvais prendre dans mon temps. Toutes. Puis je fumais 5 grammes par jour de hache. Ça, c'était juste ma tasse de café le matin, là, tu sais. Puis après ça, ben il y avait les dopes les drogues fortes qui embarquaient, puis l'alcool qui embarquait par-dessus.
Puis quand j'étais à jeun, les rares fois où j'étais à jeun, quand les gens me voyaient, ils me demandaient « T'es-tu correct? Ça va-tu bien? » Parce que mon air naturel, c'était d'être gelé. J'étais tout le temps gelé. 24 heures sur 24. Parce que je pouvais pas me sentir. Je pouvais pas me vivre. J'étais pas capable de gérer la vie. J'étais pas capable de me vivre. Parce que rendu là, tu sais, c'est sûr, mon père est parti de ma vie, fait qu'il me terrorise plus, tu sais. Mais tous les mots puis toutes les paroles qu'il m'a dit pendant 12 ans, là, sont imprimés à l'intérieur de moi, tu sais. Ils sont imprimés à l'intérieur de moi, puis je crois sincèrement qu'il a raison. Je crois profondément qu'il a raison. Fait que j'ai pas d'estime de moi. Je suis une bonne à rien. Je suis une moins que rien. Je ferai jamais rien de bon dans la vie. Je suis rien. Je suis rien. Je suis un tapis à terre. Tu peux t'essuyer les pieds dessus, tu sais. Puis en plus, je suis violente. Parce que ce que j'ai appris chez nous, je l'ai reproduit, tu sais. Fait que je suis violente. Moi, je suis pas fière de le dire, mais j'ai intimidé les petites filles dans le cours d'école à partir de la 6e année, tu sais. Puis je suis pas allée à l'école longtemps. Secondaire 3, je me suis fait mettre dehors. J'ai commencé à me faire mettre dehors en 6e année de l'école. Puis toutes les années, je me suis fait mettre dehors. Puis en secondaire 3, en novembre, ça faisait déjà 3 fois que je me faisais mettre dehors de l'école. Puis ils m'ont dit la dernière fois, c'est pas de rentrer dans une autre école, tu seras pas capable. J'avais un dossier à peu près 3 pieds d'épado, tu sais. Puis c'est ça. Oui, je me gelais, je vendais. Puis est-ce que j'ai consommé à cause de ce que mon père m'a fait? Je vais vous donner la réponse, mais qu'on revienne de la pause. On va effectivement aller à une pause. Wow, merci Lynn pour ce début. C'est assez bien structuré. Puis voir l'évolution, tu sais, dans le temps, puis déjà en partant le mal de vivre qui est présent. J'essaie de m'imaginer c'est quoi ta réponse que tu vas nous amener après. J'ai hâte de la savoir. Donc on s'en va tout de suite à une pause puis on revient avec la réponse. Merci. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Toujours en compagnie de Lynn. Elle nous a choisi un texte tiré des réflexions quotidiennes le 16 janvier. Toucher le fond. Pourquoi tant insister sur la nécessité pour chaque membre des AA de toucher le bas fond? Parce que sinon, bien peu de gens entreprendront sincèrement de mettre en pratique le programme des AA. La pratique des 11 autres étapes des AA oblige à des attitudes et à des gestes qui ne sauraient imaginer la plupart des alcooliques qui boivent encore. Quand j'ai touché le fond, j'ai ouvert les yeux et j'ai voulu essayer quelque chose de différent. J'ai donc essayé les AA. Adopter une nouvelle vie dans le mouvement, c'était un peu comme apprendre à faire de la bicyclette. Les AA étaient à la fois les petits trous d'appui et la main secourable. Ce qui importait à l'époque, ce n'était pas tellement de recevoir de l'aide, c'était tout simplement de ne plus jamais avoir aussi mal. Mon désir d'éviter de toucher le fond une seconde fois était plus fort que mon désir de boire. Au début, c'est ce qui m'a gardé abstinent. Mais après un certain temps, je me suis mis à pratiquer les étapes du mieux que je le pouvais. Je me suis vite rendu compte que mes attitudes et ma conduite changeaient de façon à peine perceptible parfois. Un jour à la fois, je me suis mis à me sentir à l'aise avec moi-même et avec les autres, et ma souffrance a commencé à s'apaiser. Merci à Dieu pour les petits trous d'appui et la main secourable que j'appelle alcoolique anonyme. Wow! Très bon. On revient justement. C'est drôle ça parle du bas fond. Parce que ça nous a parlé de la souffrance intérieure, déjà jeune, vouloir mourir. Ça montre qu'il y a quelque chose qui va pas bien, puis que c'est dur en dedans. Puis tu nous as aussi dit que tu nous amenais une réponse que j'ai hâte d'entendre. Donc je te laisse aller, j'arrête de parler, je te laisse aller là.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai dit que je vous ai demandé si vous pensiez que j'avais bu à cause des maltraitances que j'ai reçues. Tu sais, est-ce que j'ai bu parce que j'ai été maltraitée dans mon enfance par mon père qui était malade? Tu sais, mon père, il avait la même maladie que moi, là. Fait que aujourd'hui, j'y en veux plus du tout. Je suis très en paix avec ça, là, parce que j'ai des enfants aussi, puis je sais que l'alcoolisme, c'est une maladie puissante, déroutante, sournoise. Puis aujourd'hui, je sais que mon père m'a aimé comme il pouvait avec sa maladie. Mon père, il n'a pas eu la chance que j'ai de se rétablir. Mon père, la maladie l'a tué. Il est mort à 45 ans de l'alcoolisme. Donc, est-ce que j'ai bu à cause de ça? Il y a 30 ans, parce que, ben humblement, je vous dis que j'ai 30 ans d'abstinence. Il y a 30 ans, j'avais bu pour ça, puis pour plein d'autres raisons. Parce que quand mon père est parti, puis que j'ai commencé à consommer des drogues et tout, là, j'ai fait beaucoup de choses. La maladie m'a fait faire beaucoup de choses que je n'aurais jamais faites. Ce que mon père m'avait dit m'a aidé à faire ces choses-là aussi. Tu sais? La boisson, l'alcool, la drogue, puis les paroles de mon père ont fait que j'ai fait n'importe quoi pour consommer. J'avais besoin de consommer. Et donc, j'ai fait des vols par introduction. J'ai vendu de la dope. Je me suis prostituée. J'ai volé ma mère. Ma mère qui était, mon Dieu, sur un piédestal, qui était mon ancre, tu sais, la personne qui m'a toujours surprotégée, tu sais, je l'ai volée, j'y ai menti. Puis, j'ai consommé pendant 20 ans. Donc, à l'âge de 30 ans, j'en pouvais plus. À l'âge de 25 ans, j'ai décidé, j'avais essayé de toutes sortes de façons d'arrêter de consommer. Changer de sorte. J'avais lâché la dope, premièrement. Là. J'ai lâché la dope, j'avais à peu près 20, 21 ans. Mais là, à partir de ce moment-là, je me suis mis à boire à tous les jours. Tous les jours. Quand je prenais de la dope, ça arrivait des fois que je buvais pas, mais je prenais de la dope, par exemple, à tous les jours. Mais quand j'ai décidé d'arrêter de boire, premièrement, j'avais un chum, puis je voulais avoir un enfant. Moi, j'ai toujours voulu des enfants. En fait, j'en voulais 12. Puis là, j'étais avec mon chum, ça faisait 6 ans, puis je voulais des enfants. Mais j'étais dans le monde criminalisé. Tu sais, en tout cas, je compterai pas, c'est pas important. Je compterai pas ici ce que je faisais là dans le détail, là, mais j'étais dans le monde criminalisé. Puis quand j'ai dit à mon chum que je voulais un enfant, j'ai dit, puis qu'il m'a dit, ah ouais, c'est correct, tu sais. J'ai dit, ok, mais on sort de ce monde-là. Parce que je voulais pas élever un enfant dans ce monde-là. On arrête de prendre la dope, puis on sort de ce monde-là. Il a dit, OK. Bon, moi, je suis quelqu'un de très fertile, donc je prenais la pilule. J'ai arrêté la pilule. 2 jours après, j'étais enceinte. Mon chum me croyait pas. Moi, je le savais. Quand on a eu le résultat qui était positif, effectivement, là, mon chum, il a paniqué. Il était, là, je pensais que ça prendrait bien du temps, puis plus longtemps, au moins 1 an, puis je suis pas prête, puis fais-toi avorter. Fait que moi, ça a fait, OK, t'es pas capable de prendre tes responsabilités, là, t'es prendras jamais, je m'en vais. Fait que je suis partie en ayant l'intention de garder le bébé. Sauf que j'ai refait de la dope avec mon bébé dans le ventre, puis là, j'ai eu peur que mon bébé ait quelque chose. Fait que je me suis fait avorter. Ensuite de ça, c'est ça, j'ai continué à boire. J'ai lâché la dope. La dernière dope que j'ai lâchée, c'est le hash, évidemment, que je fumais 5 grammes par jour. Ça n'a pas été si évident que ça. Mais puis je me suis mis à boire tous les jours. À l'âge de 25 ans, dans notre méthode, c'est écrit. Petit A, nous étions alcooliques et incapables de prendre nos vies en main. Petit B, aucun être humain ne pourra nous délivrer de notre alcoolisme. Et petit C, Dieu pourrait le faire et le ferait si nous le recherchions. Mais moi, je suis complètement vide. Je suis rien. Je suis malheureuse comme les pierres. Je suis même plus capable de me regarder dans le miroir. Je me déteste. Hey, j'en ai fait des affaires, là. Tu sais, je vais juste te dire que moi, là, l'alcool, ça m'a amené à... Premièrement, je buvais jusqu'au blackout à tous les jours.
Tous les jours, moi, je buvais juste... Moi, mon but, quand je buvais, c'était de me déliter. Je voulais pas me sentir. Je voulais pas me vivre. Je voulais pas exister, je voulais m'effacer. Fait que je buvais jusqu'au blackout. Quand j'étais blackout, je me sentais pas. Puis ça a fait que je me suis réveillée dans des maisons, couchée à côté d'un gars que je savais même pas c'était quoi son nom. Je savais pas ce que j'avais fait avec. Je voulais pas le savoir. Je le réveillais pas. Je sautais dans mes culottes puis je me poussais. Heureusement, j'habite Montréal, donc je trouvais un arrêt de bus avec un signe de métro dessus, puis parce que je savais pas où j'étais, là. J'en avais aucune idée. Je me suis fait ramasser par une gang de motards dans un club. J'étais en blackout, ça m'a été raconté, là. Mais je me souviens de m'être fait rouler à terre dans un parking dans le centre-ville, laissé pour morte. Tu sais, ils m'ont embarqué dans une vanne, il était 5, 6, 7, je sais pas, là. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce truck-là, là. Mais j'ai pas de misère à m'imaginer, par exemple. Puis ils m'ont roulé à terre dans le parking, plus de sacoche, plus de papier, plus rien. Là, c'est là pour mort, tu sais. Puis c'est un autre gars que je connais pas qui m'a ramassé puis qui m'a ramené chez eux. Tu sais, quand tu te réveilles le lendemain, là, t'es pas très, très fier de toi, là, quand tu vis toutes ces affaires-là. Fait qu'à 25 ans, je me dis, bon, je me trouve un chum, je me fais un enfant, puis avec un enfant, je vais arrêter de consommer. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je me suis trouvé un alcoolique toxicomane, pareil comme moi. Évidemment, je suis folle comme de la merde. Moi, écoute, je suis complètement cinglée, là. Tu sais, je suis violente. J'ai pas d'allure. Il n'y en a pas un qui a de l'allure qui va vouloir se mettre avec moi, là, tu sais. Fait que je me trouve un alcoolique toxicomane. Au bout de quelques mois, je sais pas combien de mois, je dis, gars, moi, je veux un enfant. Il dit, ouais, mais là, ça fait pas bien longtemps qu'on est ensemble. Je sais pas si je suis rendue là. Puis moi, j'y réponds, il faut pas être là pantoute. J'y réponds, ben si tu le sais pas puis tu veux pas, dis-moi aller tout de suite. Parce que moi, j'ai pas de temps à perdre, mais aller voir ailleurs. C'est ça, j'y réponds. Vraiment, faut pas être là. En tout cas, fait que il m'a dit, OK, il devait être dépendant affectif un petit peu, il voulait pas me perdre. Fait que là, j'ai dit, OK, fait qu'on a fait un enfant. J'ai conçu Marie-Claude. Ben, Marie-Claude, ça a été mon bas-fond. Parce que tant que je me faisais du mal à moi, tant que je me détruisais moi-même, c'était pas grave parce que je suis rien, moi. Je mérite rien. Je vaux rien. Fait que c'est pas grave. Mais ce que j'ai fait vivre à ma petite fille, par exemple, là, ça a été long avant que je me le pardonne. Fait que j'ai arrêté de consommer pendant ma grossesse. Je connaissais pas Alcooliques Anonymes. Le père m'a bu d'en face pendant 9 mois. J'avais soif. J'ai hurlé pendant 9 mois après lui. C'était pas le fun, là. C'était pas drôle. Je me sentais pas bien. Puis, un coup que j'ai eu à coucher, quand Marie-Claude, elle a eu 4 mois, ben, évidemment, hein, je viens de le dire, aucun être humain ne pourra nous délivrer de notre alcoolisme. Moi, j'avais donné ce mandat-là à Marie-Claude. Elle pouvait pas. Fait que quand elle a eu 4 mois, j'ai recommencé à consommer. Puis le premier soir où j'ai recommencé à consommer, j'ai failli nous tuer toutes les deux. Blackout. J'ai mis un biberon sur le rond, dans un chaudron, puis je m'endors. C'est le père qui est rentré dans la maison, puis il y avait de la boucane. J'ai failli nous asphyxier toutes les deux. Fait que, est-ce que j'ai bu pour toutes ces raisons-là? Ça l'a aidé beaucoup. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bu juste parce que Lynn, elle vaut rien, elle mérite rien, elle n'existe pas. C'est pour ça que j'ai bu. Même si j'avais pas toutes fait ces affaires-là, même si si j'étais venue au monde dans une famille de riche, puis parce qu'on était pauvres aussi là, riche puis aimante, puis tu sais, si j'avais tout eu là, j'aurais bu parce que la maladie est à l'intérieur de moi, elle n'est pas à l'extérieur de moi. Fait que c'est ça, fait que c'est ça. J'ai pas bu à cause de mon père. Merci pour la réponse, Lynn. Merci pour ce deuxième segment aussi de voir tout où c'est qu'on peut aller dans l'alcoolisme, dans la maladie, dans la dépendance, dans les drogues, dans l'alcool. Ça nous amène loin à faire des choses qu'on veut pas faire non plus. Cette maudite maladie-là nous fait croire qu'on n'est pas malade. On prend une courte pause et on revient pour la suite du partage à Lynn. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour dans le studio de Un jour à la fois. Je tiens à vous rappeler qu'on a un site internet, un jour à la fois, _émission.org. Sur ce site-là, vous allez avoir accès à nos podcasts qui contiennent les émissions de l'année en cours et aussi aux archives de 2017 à aujourd'hui. Vous allez pouvoir les écouter sur la plateforme de votre choix. Vous allez aussi trouver nos radiodiffuseurs qui collaborent avec nous, les heures de diffusion des départages aussi. On a une adresse courriel si vous avez des questions ou des commentaires. Vous allez pouvoir nous écrire et peut-être même venir nous visiter, nous partager avec nous en studio. Vous pouvez également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Donc, on est de retour avec Lynn pour ce troisième segment. Lynn nous en a compté beaucoup de son passé, la violence, l'ivresse, les drogues, toutes les péripéties de vouloir, la volonté déchaînée d'avoir un enfant. Et, puis faire mal aux autres, comme qu'elle disait, de se faire mal quand on pense qu'on n'est rien, c'est quelque chose, mais de faire mal aux autres, on le ressent pour longtemps. J'ai hâte de connaître la suite. Je vais laisser aller, Lynn. Merci, Luc. Alors, c'est ça. Marie-Claude, ça a été mon bas-fond parce que j'en ai eu beaucoup de bas-fonds là, dans ces 20 ans-là. Là. J'en ai eu plein. Tu sais, quand je me réveillais le matin à côté d'un gars que je connaissais pas, puis je savais pas où j'étais, puis je savais pas comment je m'étais ramassée là, puis je savais pas ce que j'avais fait avec. C'était un bas-fond, ça. Tu sais. Mais là, c'est ça. Bon, Marie-Claude a 4 mois, je recommence à boire. Je passe à 2 poêles de nous tuer toutes les deux. Ben, ça a juste continué jusqu'à temps qu'elle ait 4 ans, ça, tu sais. Je veux dire, j'étais blackout pratiquement tous les jours sur le divan, tu sais, coma, ben raide, tu sais. Moi, Marie-Claude, aujourd'hui, elle fait de l'angoisse puis de l'anxiété. Marie-Claude, elle va avoir 35 ans cette année, tu sais. Puis, elle fait de l'angoisse puis de l'anxiété chronique, puis je me demande pas pourquoi. Je le sais que j'ai une grande part de responsabilité là-dedans, tu sais. Parce que elle, petite fille, là, 2-3 ans, là, elle me brassait sur le divan, là, puis maman se réveillait pas, là. Tous les soirs, elle devait penser que sa mère était morte, t'sais. Puis je me souviens aussi de quand elle était plus petite, bébé, j'allais voir les feux d'artifice sur le pont Jacques-Cartier, puis j'arrivais là tôt, puis je buvais tout le long jusqu'à j'arrivais vers 6 heures pour avoir une bonne place sur le trottoir du pont, tu sais. Puis les feux étaient à 10 heures. Puis là, à 10h30, quand c'était fini, je sais pas si vous savez, mais j'avais envie de pipi en tabarouette. Là, j'avais bu toute la soirée, puis j'avais pas fait de pipi. Fait que j'étais pressée de descendre, puis ça allait pas assez vite sur le trottoir. Fait que je traversais sur le pont. Mais entre le trottoir et le pont, il y avait à peu près 6 pouces de vide. Puis j'avais mon bébé de 7-8 mois d'un bras, puis je traversais ça. Je sais pas combien de fois j'aurais pu l'échapper dans le fleuve. Quand je me levais le matin, je regardais sur le comptoir s'il y avait de la vaisselle sale. S'il y en avait pas, j'avais pas donné à souper à Marie-Claude la veille. J'y pétais des coches, là, comme... Mais tu sais, moi, je m'étais toujours dit que je serais jamais comme mon père, tu sais. Mais j'ai quand même donné une coupe de fessée à ma fille. Tu sais, je l'ai pas battue comme j'ai été battue, là, mais j'y ai donné une coupe de fessée, puis 1 ou 2 peut-être, là. 2, 3, 1 ou 2, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, puis je me sentais coupable en estique après, tu sais, parce que je me voyais comme mon père, là, tu sais. En tout cas, à l'âge de 3 ans, j'étais avec un chum qui a un enfant, lui ci, il a la garde légale de sa fille. Sa fille a 8 ans, Marie-Claude a 4 ans. 3 ans, je veux dire. Puis vers l'âge de que Marie-Claude elle a 3 ans et demi, je reçois une travailleuse sociale chez nous après Noël, au mois de janvier, qui me dit qu'il y a eu une plainte qui a été déposée comme quoi mon chum il aurait fait des attouchements à Marie-Claude. Moi aussi, j'ai été abusée quand j'étais jeune, là. Puis ça, là, je voulais pas là que ce soit arrivé, ça. Je voulais pas. Et je m'haïssais parce que je voulais pas que ça soit arrivé, mais je savais pertinemment que j'avais aucun moyen de savoir si c'est arrivé parce que je suis blackout tout le temps.
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, moi, tu sais. Fait qu'après que la travailleuse sociale est partie, j'ai Marie-Claude dans mes bras, tu sais, je la prends dans mes bras, puis je dis, puis je pleure ma vie, tu sais. Puis je dis, Marie-Claude, il t'a-tu touché, il t'a-tu fait mal? Dis-le à maman, il t'a-tu fait mal? Puis là, Marie-Claude, elle va prendre mon visage entre ses deux petites mains, elle va mettre ses deux petites mains sur mes joues, puis elle va me dire, pleure pas, maman, je vais m'occuper de toi. J'ai eu un coup de 2x4 en face. J'ai fait, mais voyons. Je te le dis, puis j'ai pas beaucoup de poils, moi, sur le corps, là, mais il est drette. Je dis, mais voyons. C'est pas à toi, Marie-Claude, à t'occuper de moi. C'est ta maman à s'occuper de toi. Ça a été comme un coup de 2x4, tu sais, puis comme quelque chose qui m'a réveillée, là, tu sais. Ça a fait, voyons donc, tabarnak, Lynn. Où t'es rendu? Voyons. Tu voulais un enfant pour lui donner ce que t'avais pas eu, pour l'aimer comme t'avais pas été, comme tu pensais que t'aurais dû être aimé. Où t'es rendu? Fait qu'on a passé des tests à l'hôpital psychiatrique, Marie-Claude et moi pour savoir si j'étais une mère qui cacherait un abuseur, Marie-Claude pour savoir si elle avait le profil d'un enfant abusé. Tout a sorti faux. T'sais, Marie-Claude avait pas le profil d'un enfant abusé, puis moi j'avais pas le profil d'une mère qui cacherait un abuseur, ça c'était clair là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça, puis là à partir de ce moment-là, ça c'était en janvier 1993. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à pleurer. Puis j'ai pleuré à tous les jours. Tous les soirs, je buvais, puis je pleurais ma vie, là, tu sais. J'étais malheureuse, là. Là, je pouvais plus boire, puis je pouvais pas arrêter de boire. J'étais pas capable. J'avais soif. J'avais soif parce que je souffrais tellement, je souffrais énormément. Fallait que j'essaye de plus sentir ça, mais ça faisait plus la job. L'alcool faisait plus la job. J'avais mal quand même quand je buvais. Puis, un moment donné, Marie-Claude elle était venue me voir, tu sais, sur le bord de mon lit, puis elle m'avait dit, mais tu pleures encore, maman? Tu sais, je pleurais tout le temps. Fait qu'un jour, j'ai un party dans ma famille. Chez nous, on est bien proches, là. J'ai jamais été rejetée de ma famille parce que je buvais comme ça. Tu sais, mes frères et mes sœurs m'ont jamais rejeté, ma mère non plus, évidemment. Puis, je m'en vais dans ma famille, puis on a un party, puis ma sœur, que j'adore. Tu sais, j'ai 2 sœurs, puis c'est elle que je suis la plus proche d'elle. Tu sais, quand on était petite, on couchait dans le même lit, puis on a eu du fun, puis je l'adorais, cette sœur-là, tu sais. Puis elle a essayé elle m'a dit d'arrêter de boire, que j'avais assez bu, tu sais. Puis j'ai voulu la frapper, parce qu'elle voulait m'empêcher de boire. Ça m'a été raconté, ça, je m'en rappelle pas, moi. Mais je suis retournée chez nous ce soir-là, puis le lendemain matin, quand je me suis levée, évidemment, je me suis levée remplie de remords, bourrée de culpabilité. Tu sais, comme ça faisait des années, je me levais comme ça là, le matin, là, remplie de remords, de culpabilité, de honte, de tu sais, tous ces beaux sentiments-là là, qui font que tu te sens tellement bien là, dans la vie. Là. Ben, ce matin-là, je me suis levée de même, puis là, j'étais plus capable. Fait que je me suis habillée, je suis sortie de la chambre. Puis la fille de mon chum était dans la cuisine en train de dessiner avec Marie-Claude. Puis ils m'ont demandé « Ah, tu t'en vas travailler, Lynn? » Puis je leur ai dit « Non, je m'en vais me calisser dans le canal. » J'ai dit ça à ma petite fille de 4 ans. Je m'en vais. Hey, il faut être dans son nombril en esti. En tout cas, aujourd'hui, avec le recul, là, c'est ça que je me dis. Fait que, mais en même temps, je sais très bien que j'étais malade. Tu sais, j'étais vraiment malade, là. Fait que je suis partie, je me suis en allée sur le bord du canal de la Chine, puis là, ben Dieu s'est manifesté dans ma vie. Tu sais, moi, je voyais une annonce de thérapie. J'avais tout essayé, hein, pour arrêter de boire. J'avais tout essayé. Il y a rien qui marchait. J'avais soif. Moi, là, je me réveillais le matin, je m'ouvrais les yeux, puis je me disais, comment je fais pour me procurer de l'alcool aujourd'hui? Puis tant que ce problème-là n'était pas réglé, je pensais à rien d'autre. Fallait que je règle ce problème-là. Je donnais pas à manger à ma fille, je faisais rien. Je réglais ce problème-là. Un coup que ça c'était réglé, je savais que j'allais avoir de la consommation un peu plus tard. Là, je pouvais passer à d'autres choses. Fait que je suis revenue chez nous. Finalement, je me suis pas jetée dans le canal, évidemment. J'étais assis en avant de toi. Mais c'est ça. Je suis revenue chez nous, puis j'ai appelé la thérapie, puis j'ai été faire une thérapie de 3 semaines fermée, tu sais.
Puis c'était une thérapie, ces 12 étapes, basée ces 12 étapes des Alcooliques Anonymes. Puis ma belle aventure avec Alcooliques Anonymes, elle a commencé là, tu sais. Mais moi, je suis maganée, tu sais. Je suis maganée en tabarouette, là, quand j'arrête de boire, là. Je suis maganée psychologiquement, là. Mentalement. Puis physiquement. Puis spirituellement. Je suis maganée. Fait que j'ai fait quand je me suis en allée en thérapie, j'étais terrorisée, je savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver là-bas, j'avais peur. 2 jours avant de partir de thérapie, j'étais assise devant ma thérapeute, je braille ma vie. J'ai peur. Le dépanneur, il est juste au bord de la rue. J'ai juste à traverser la rue chez nous. Combien de fois je me suis dit, aujourd'hui, je boirai pas. Puis quand j'arrivais devant le dépanneur, les pieds me crochissaient tout seul, puis je rentrais dedans, puis j'allais m'en chercher. Moi, c'était pas juste une, c'était juste 6. J'allais m'en chercher juste 6, puis je finissais blackout, évidemment. T'sais. Fait que là, je dis à ma thérapeute, puis moi, j'ai zéro confiance en moi, j'ai zéro estime de moi, je suis une bonne à rien, je ferai jamais rien de bon. Tu sais, tout ça, là, c'est là, tu sais, ça m'habite. Fait que je dis à ma thérapeute, je serai jamais capable. C'est sûr, je vais boire, mais je sors d'ici, parce qu'en thérapie, on est quand même protégé, là, tu sais, il n'y a pas beaucoup de tentation là. Puis ma thérapeute, elle va me répondre, si tu fais des meetings quand tu vas sortir d'ici, si tu fais Alcoolique Anonyme, si tu essayes de mettre ce mode de vie-là en pratique juste du mieux que tu peux, juste une journée à la fois, tu boiras plus jamais. J'y croyais pas vraiment. Mais c'est ça qu'elle m'a donné comme réponse. Fait que qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je suis partie avec ça. Tu sais, je suis sortie de thérapie, puis je me suis en allée chez nous. Puis c'est ça. Je vais vous raconter la suite après. Et pourtant, ça fait 30 ans que ce conseil-là t'a été donné, puis ça fonctionne. Ça a fonctionné, on a la preuve. Tu t'es pas jeté dans le canal, puis là, t'es devant nous, t'es devant moi, t'es quoi, pour venir nous conter ça. Merci encore. On va prendre une pause, puis on revient après la pause. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les Alcooliques Anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Vous êtes à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, je vous invite à consulter notre site internet aa-québec.org. On continue avec le partage de Lynn. Ton beau partage. Merci, Luc. Ouais, ma thérapeute, elle me dit ça, puis moi, je suis obligée de partir avec ça, tu sais. Écoute, je suis arrivée à Alcooliques Anonymes comme une mourante. Hein? Dans le gros livre, c'est écrit qu'il faut arriver comme un mourant. Ceux qui arrivent comme des mourants, là, ils ont beaucoup de chance de s'en sortir. Moi, j'étais vraiment comme une mourante. Tu sais, moi, j'étais prête à faire n'importe quoi pour m'en sortir. Je voulais plus vivre de ce que je venais de quitter. Là, tu sais. Je voulais plus vivre ça. Je voulais plus faire du mal à ma petite fille. Ma petite fille, ça a été ma motivation première. Mais je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt. B, aucun être humain ne pourra nous délivrer de notre alcoolisme. Fait que a fallu vite que je le fasse pour moi. C'est sûr qu'au début, ma motivation, ça a été, moi, je vaux rien. Je mérite rien. Je suis une bonne à rien. Je suis rien. Je suis un tapis. Tu sais, je suis une larve. Fait que, pourquoi je ferais quelque chose pour moi? J'ai eu besoin de ma petite fille. J'ai eu besoin de le faire pour ma petite fille. Mais très rapidement, je vous dirais peut-être, oh mon Dieu, 1 mois après, je savais que je le faisais pour moi. Que j'avais comme compris que si je me rétablissais pas, si moi, j'allais pas mieux, je pourrais jamais donner à Marie-Claude ce que je voulais y donner. T'sais. Puis que je pourrais jamais être bien dans la vie. Je pourrais jamais être heureuse. Moi, je suis plus capable de vivre ce que j'ai vécu pendant 30 ans de ma vie, là. Les 30 premières années de ma vie. T'sais. Puis c'est pour ça que je t'ai fait lire le passage tantôt. T'sais. Mon désir de pas retrouver ce bas fond-là. T'as vu, dans mon livre, il est surligné. Ces 2 petites lignes-là là, sont surlignées dans mon livre. Là. Le désir de pas ravoir un autre bas fond comme celui-là était plus fort que mon désir de consommer. Ben moi, en fait, en thérapie, quand j'ai lu le gros livre, j'ai capoté.
Premièrement, j'avais jamais... ce livre-là, il parlait de moi. Il parlait de moi, là. Je veux dire, j'étais sûre qu'il parlait de moi. Ensuite de ça, il m'expliquait tous mes problèmes. Ensuite de ça, il me donnait une solution. J'avais jamais lu un livre qui me ressemblait autant, là, tu sais, que je me retrouvais autant dedans, puis que une histoire que je me retrouvais autant dedans, puis c'est écrit dans le gros livre, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est ça. Quand j'ai lu le gros livre, je me suis retrouvée et j'ai fait ça se peut pas, là. Ça se peut pas qu'il y ait quelque chose qui me ressemble autant. Puis dans le gros livre, c'est écrit aussi êtes-vous prêt à tout faire pour vous en sortir? Moi, là, je vous le jure, s'il m'avait dit de lécher le plancher, là, je l'aurais fait. J'étais prête à aller jusque-là. Je ne voulais pas retourner d'où je venais. Fait que j'ai commencé à faire du meeting. Tu sais, il me conseillait, Alcoolique Anonyme me conseillait de faire du meeting le plus souvent possible. T'sais. Moi, je buvais à tous les jours. Mais j'avais une petite fille de 4 ans. Fait que je faisais 5 meetings par semaine. J'en faisais toute la semaine, puis la fin de semaine, je restais avec ma petite fille. Tu sais, fallait quand même que je mette dans le gros livre, on nous dit aussi d'essayer de mettre de l'équilibre. Tu sais. Fait que j'ai fait ça. On nous dit de nous impliquer. Je me suis impliquée rapidement. À 3 mois, j'étais secrétaire trésorière dans mon groupe d'attache. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'avais pas le temps requis pour le faire. Mais je l'ai fait quand même. C'est probablement ça qui m'a aidé beaucoup, 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 beaucoup. Il disait de trouver une marraine. Moi, Dieu m'a tout servi sur un plateau d'argent. Un coup que j'ai eu lâcher prise, là, sur le bord du canal de la Chine, là, puis j'ai dit, OK, je vais essayer d'aller faire quelque chose. Là. Moi, Dieu, il a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours cru en Dieu. Toujours fait partie de ma vie. Dans mes 20 ans de consommation, il était pas présent dans ma tête. Je pensais juste quand j'étais bien dans la marde, là, je promettais d'arrêter de consommer s'il me sortait de là. Puis après ça, je pensais plus, puis je recommençais à consommer. C'était pas mal ça, ma relation avec Dieu quand je consommais, tu sais. Mais avant de consommer, quand j'étais petite, moi, j'étais obligée d'aller à l'église, puis j'ai arrêté d'y aller à l'âge de 9 ans. J'ai dit à ma mère, moi, je vois plus là, le clown en avant, là, ça fait pas d'allure. Qu'est-ce qu'il me dit, là? Parce qu'il me parlait d'un Dieu d'amour, punisseur, vengeur. Pour moi, ces deux affaires-là, ça allait pas ensemble. Mais tous les soirs, je me souviens que jeune, là, 7, 8, 9 ans, là, après ma première communion, mettons, là, je priais à tous les soirs. Et déjà, je priais pour mes frères, mes sœurs, ma mère. Je priais pour les autres. Hein. Je croyais vraiment en Dieu. C'est sûr que quand j'ai commencé à boire, puis tout, il a pris le bord, là, puis à un moment donné aussi, ça a fait « fuck you, Dieu », tu sais, c'est pas vrai, là, que tu t'es Christ, pourquoi que je vis tout, tu sais, là, en l'apitoiement puis tout, là, tu sais, je suis tombée là-dedans, là, tu sais. Mais quand je suis arrivée à Alcoolique Anonyme, Dieu m'a tout servi sur un plateau d'argent. Je suis allée faire ma thérapie, je suis sortie de thérapie, j'avais plein de meetings autour de chez nous. Mon frère, un de mes frères, sa belle-mère faisait Alcoolique Anonyme. Fait que quand j'étais allée en thérapie, il l'a appelé puis il a dit « Hey, ma soeur est partie en thérapie. » Fait que Jocelyne, elle a dit « Mec, elle sort d'ici qu'elle m'appelle. Si elle veut, je vais aller faire un meeting avec elle. » Ça a été ma première marraine. J'ai pas eu besoin de la chercher, tu sais. Puis c'était la marraine que j'avais besoin, tu sais. Puis Jocelyne, elle m'a donné le plus beau cadeau qu'elle pouvait pas me donner. Elle m'a demandé de l'appeler. Elle a dit, je vais te marrainer à condition que tu m'appelles à tous les jours. Puis je comprenais pas pourquoi. Je trouvais ça ridicule. Je me disais, voyons, c'est bien con, ça, si. Puis là, j'y avais dit, tu sais, mais ça se peut que j'aille rien à te dire, tu sais. Elle dit, c'est pas grave. Elle dit, ça peut juste être, salut, ça va, on se rappelle demain, bye. Elle dit, ça peut juste être ça. Mais je veux que tu m'appelles à tous les jours. Puis au début, je me rappelle, là, je tournais, moi, ce que je te parle, ça fait longtemps, là, très longtemps, hein, parce que j'ai 30 ans d'abstinence. Mais j'avais un téléphone à piton, là, qui était branché dans le mur, tu sais. Puis il était sur une table. Puis là, je tournais autour de la table pendant 1 heure, avant de l'appeler. Puis là, j'étais comme, puis je bavassais. Mais là, c'est donc ben con, ça. Pourquoi qu'elle me demande ça? Puis j'ai rien à dire. Puis, tu sais, je me sentais ridicule. Puis j'avais pas confiance en moi. Puis il me semble que c'est non. En tout cas, tous les malaises là, que tu peux vivre. Là. Puis là, je me disais, je veux caresser ma marraine. Je suis prête à faire n'importe quoi. Je prenais le téléphone, je l'appelais. Puis quand elle décrochait le téléphone, je commençais à y parler. Puis j'y parlais pendant 1 heure. Moi, je le savais pas. Mais j'en avais des affaires. Fait que je me suis vidée, tu sais. Sauf que mes 10 premières années, là, je veux pas décourager personne, là. Mes 10 premières années ont été extrêmement difficiles. Je buvais... c'est ça, je voulais dire tantôt par rapport au gros livre. Ça me revient. Tu sais, dans le gros livre, c'est écrit « La soif nous est arrachée ». Moi, j'ai vécu ça en thérapie. Je l'ai réalisé bien plus tard. Mais quand je suis rentrée en thérapie, là, moi, j'avais soif quand je suis partie pour aller en thérapie, puis je voulais revirer de bord, puis je voulais trouver une raison de revirer de bord, puis j'en ai pas trouvé, tu sais. Mais aujourd'hui, je sais, là, en mettant le pied dans la maison de thérapie, j'ai perdu la soif. Dieu m'a arraché la soif. J'ai plus jamais eu soif. J'en ai eu d'autres, là, sur d'autres choses.
Mais j'ai jamais eu de craving de boire. Jamais, jamais, jamais. La soif m'a été arrachée, comme c'était. Je te dis, Dieu s'est occupé de moi, là. Dieu s'occupe de moi depuis ce temps. Ben, en fait, il s'occupait de moi déjà, là, quand je traversais le trottoir du pont avec ma fille d'un bras, là. Je pense qu'il était là, tu sais, pour pas que je l'échappe dans le fleuve, là. Puis quand je me suis fait rouler pour morte là, dans le parking, que les motards m'ont ramassé puis qu'ils m'ont rentré dans une vanne, là, je pense qu'il était là aussi, tu sais. Puis il était tout le temps là, finalement, tu sais. Mais ouais. Dieu, mais là, je le réalisais, ben je le réalisais pas là, mais je l'ai réalisé plus tard, tu sais, que Dieu était vraiment dans ma vie, tu sais. Mais j'y croyais déjà, tu sais. Fait que c'est écrit aussi qu'il faut, tu sais, dans les étapes, c'est écrit là, tu sais, ben premièrement là, la deuxième étape là, c'est quoi la deuxième? Moi, après 30 ans, je sais pas par cœur, mais c'est nous à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison, tu sais. Puis l'autre après, ben on confie notre vie, tu sais. Ben, je les ai faites, ces 3. Puis la première, ben, j'ai perdu la maîtrise de ma vie, c'est sûr, là, tu sais, c'est sûr, c'est clair, là, et je peux pas m'ostiner contre ça. Fait que ces 3 étapes-là, là, je les ai faites. Bon, moi, je fais tout ce que j'ai à faire. Je fais du meeting, j'ai une moraine. Dieu m'a tout servi sur un plateau d'argent. Je suis impliquée. Bon, mais moi, je suis malade mentale. Je suis vraiment folle. Puis je suis violente. Tu sais, quand on arrête de boire... C'est écrit ça aussi dans le gros livre, là. L'alcool, c'est un symptôme de ma maladie. C'est pas ma maladie. C'est un symptôme de ma maladie. C'est quoi ma maladie? C'est un désordre émotif et mental. C'est ça qu'ils me disent, en tout cas, dans la littérature d'Alcoolique Anonyme. Puis j'y crois profondément. Parce que moi, je suis vraiment malade mentale. Puis puis émotivement, je suis vraiment, vraiment, vraiment fuckée, tu sais. Fait que... Dans mes premières années, je fais Alcoolique Anonyme, je fais tout ce qu'on me suggère de faire. Puis à 4 ans de mouvement, je suis écrasée dans ma salle de bain en fœtus, je pleure ma vie. J'ai 2 enfants parce que j'ai eu une autre petite fille dans le mouvement. Puis je pleure ma vie parce que je veux mourir, parce que je suis malheureuse, parce que mes comportements ils ont pas tant changé, tu sais. Je suis encore violente, je fais de la violence verbale à mes enfants, puis c'est plus fort que moi. Puis je veux pas. Puis là, dans la littérature, c'est écrit que j'ai le droit d'aller me chercher de l'aide extérieure. Fait que je pars, puis je m'en vais en thérapie. Je m'en vais faire une psychothérapie individuelle. Ben, cette psychothérapie-là, elle a duré 12 ans. Il a fallu que je fasse 12 ans de psychothérapie pour m'en sortir, tu sais, pour équilibrer un peu mes émotions, tu sais, puis tout en continuant de faire Alcoolique Anonyme, sans jamais lâcher Alcoolique Anonyme, puis sans jamais lâcher les étapes, tout ça en parallèle, tu sais. À 10 ans de mouvement, 12 ans de mouvement, je finis de faire ma 4e et 5e avec ma psychiatre. Puis je tombe en amour avec moi. Je tombe en amour avec Lynn. Je vais faire un meeting ce soir-là. Je sors de J'ai fini, là. J'ai fini cette journée-là dans ma séance de psychothérapie de faire ma 5e étape. Je suis complètement libérée. Je suis remplie de douceur, je suis remplie d'amour, je suis remplie de... Puis je m'en vais faire un meeting, puis les gens me disent « Ah, Lynn, t'as rencontré quelqu'un? T'es tombée en amour? » Puis là, je leur réponds « Oui. Je suis tombée en amour avec Lynn. » Puis à partir de ce moment-là, je me suis vraiment rétablie. Et depuis ce temps-là, moi, j'ai toujours été impliquée dans Alcoolique Anonyme. Tu sais, au début, le monde avait peur de moi. J'étais vraiment violente. J'étais pas du monde, si j'avais pas d'allure. Mais aujourd'hui, là, contrairement à cette personne-là, violente, incapable d'avoir des comportements sociaux acceptables, incapable de voir quelqu'un heureux parce qu'elle souffrait, ben de cette personne-là, je suis devenue une personne remplie d'amour. Moi, aujourd'hui, je n'ai que le mot Dieu à la bouche, en tout cas très souvent. Tu sais, mon Dieu fait partie de ma vie, il m'habite, il est à l'intérieur de moi, il fait partie de ma vie, il s'occupe de ma vie. Tu sais, j'ai dit à quelqu'un à un moment donné, c'est Dieu qui s'occupe de mes finances. Puis c'est vrai. Depuis que c'est Dieu qui s'occupe de que j'ai lâché prise, puis que c'est lui qui s'en occupe, j'ai jamais été autant dans l'abondance que maintenant. Page 51 dans le gros livre, c'est écrit. Ce livre a pour but de vous aider, a pour seul but, ou en tout cas, sa priorité au gros livre, là, c'est t'aider à trouver une puissance supérieure à toi-même qui va régler ton problème. Ben moi, ma puissance supérieure, elle a réglé toutes mes problèmes. Elle a réglé mon problème d'alcool, elle a réglé mes problèmes de comportement, elle a réglé mes problèmes mentaux. Puis là, je suis pas parfaite aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis remplie d'amour. J'aime le monde. Merci. Moi, je suis contente d'être une alcoolique parce que j'ai rencontré Alcoolique Anonyme puis que ça m'a sauvé la vie. Merci. Merci, Lynn. Je remercie aussi
les auditeurs qui nous écoutent, toute notre équipe, l'équipe d'Un jour à la fois, nos collaborateurs radiodiffuseurs, et si votre animateur Luc qui vous souhaite une bonne semaine et bon 24.